Bonsoir à toutes et à tous, chers tous, bienvenue de nouveau dans notre magazine Entre Télévision 26. Votre magazine socio-politique culturel couvrant les activités des différents secteurs de notre pays, tout en projetant son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur politique congolais, il est aussi enfant d'un artiste. Avec lui, on va parler des actualités politiques dominantes de la République démocratique du Congo, notamment de son parti politique qui est l'UNC. Monsieur Alain Madilou, notre invité de choix aujourd'hui, il est le nouveau porte-parole de son parti dans la ville-province de Kinshasa. Je profite de cette occasion pour d'abord lui féliciter et de lui dire bonsoir et merci de répondre très positivement à notre invitation. Merci pour vos félicitations. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci aux Congolais et aux Kinois en particulier. Merci à la chaîne Magic TV. Merci à vous également. Alain Madilou, comme je l'ai dit tout de suite, nous allons parler de l'actualité politique, dominée déjà par la désignation de l'acteur à la tête de la CENI. On doit aussi parler de l'INC aujourd'hui, quelques temps après l'arrestation de Vital Kamerhe. Comment déjà se porte votre parti politique? Aujourd'hui, la santé de l'Union pour la nation congolaise n'est pas à démontrer. Au moment où nous parlons ici, il faut voir ce qui se passe au Sankuru, dans les deux Kasaï. L'autre fois, c'était avec le secrétaire général à Lubumbashi. Nous sommes en train de démontrer sur terrain que nous avons l'ancrage populaire. La santé de l'UNC, ça va, au zénith. Et on déplore seulement que la santé de notre président national s'est dégradée ces derniers temps. Mais bon, mais là, il est encore stable. Et voilà, la santé de l'UNC. Ça va. Oui, nous assistons à de redynamisation de l'INC partout dans la province du Congo. Alors, dites-nous, comment, avec le procès Vital Kamerhe aujourd'hui, 1 an, comment déjà évolue le procès? Bon, vous savez, madame, comme nous disons, les principes sacro-saints de la vie disent que la justice élève une nation. Vous avez parlé de procès, on a tous attendu à voir un procès équitable. En fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un kidnapping. Pourquoi j'ai dit kidnapping? Vous savez, il y a un terme en droit où on utilise dans les jargons judiciaires, on parle de la coopération, c'est-à-dire coopérer avec la justice. Lorsqu'on vous lance une invitation et que vous vous présentez pour coopérer avec la justice se dit que cette personne, cet individu, ces Congolais, ces compatriotes, a la volonté de faciliter le travail à la justice. Mais par une simple invitation, qu'on vous incarcère sur base des fausses preuves, parce qu'ils ont dit rester là en attendant des confrontations. Des confrontations qui ne sont jamais arrivées. On a suivi le procès. Il faut déjà commencer par ce qu'eux avaient appelé la clameur publique, où on a parlé de 450 millions de dollars. Que Vital Kamerhe aurait détourné 450 millions de dollars. On arrive au procès, on constate qu'on parlait de 57 millions de dollars que M. Jamal avait accepté d'avoir perçu de ses propres mains. Par Vital Kamerhe, bien sûr. Non, non. Par la Banque centrale, via son compte à la... Je ne viendrai pas faire la publicité des banques ici, mais c'est la Robanque qui l'a payé. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Vous savez, c'est-à-dire, moi j'ai suivi le procès minutieusement. Je connais les coins et les recoins de ces procès-là. Jamal accepte de bonne foi, puisque c'était quelqu'un qui a voulu coopérer avec la justice. Le lendemain de la déclaration ou la reconnaissance de M. Jamal, l'honorable Vital Kamerhe devrait normalement regagner sa famille. Parce qu'on dit au pénal, la loi au pénal est de strictes interprétations. Ne pas le faire, nous avons compris que nous étions maintenant là dans une situation de prise d'otage. Parce que on ne peut pas arrêter pour arrêter.
les règles sont claires. Mais il les y a eu règles des détournements, nous tous, nous il n'y a pas eu vu. détournement, je vais vous le démontrer, madame. Okay. Les règles sont claires, on dit l'arrestation est une exception, la liberté est une règle. Tout le monde est censé être libre s'il ne commet pas d'infraction. Si vous dites qu'une personne a commis une infraction, vous devez l'éprouver. En droit, on dit c'est à celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu détournement? Déjà, il faut partir dans la compréhension du mot détournement. On a failli nous emmener en bateau pour nous dire détournement intellectuel existe, ça n'existe pas. Ceux avec qui nous avons passé 5 années à l'université de Kinshasa le savent. Il n'y a pas eu de détournement intellectuel, ça n'existe pas. On nous a emmené dans une histoire de chef d'orchestre, chef de toile d'araignée. Mais tiens, là, m'a dit, leçon, on doit rester dans votre contexte. Pour vous, Vital Kamerhe est né pour rien. Le procès Vital Kamerhe... Je suis en train de démontrer que Vital Kamerhe est né pour rien. Donc, on nous a emmenés en dehors du droit pénal. Le droit pénal dit, c'est l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui stipule que les détenteurs, en fait, les détourneurs doivent être détenteurs des fonds. On parle de physique, des fonds. Les fonds doivent se retrouver entre ses mains. Mais là, on est dans le cas où M. Djamal a reconnu avoir perçu la totalité de la somme. C'est-à-dire que vous, c'est comme par exemple... Mais de l'autre côté, M. Vital Kamerhe n'a jamais reconnu Djamal. Non, reconnaître quelqu'un, mais on peut connaître quelqu'un, on peut connaître celui qui fait des bavures, sans pour autant être son allié. La reconnaissance en droit n'a pas de force de loi. C'est-à-dire, la répression ne peut pas venir d'un simple rapprochement. La répression intervient lorsqu'il y a des éléments probants, des éléments suffisants qui prouvent que vous avez opéré un détournement. Déjà, pour parler de détournement, madame, il faut désorienter l'agent de l'objectif. Mais l'objectif a été respecté. Monsieur Djamal, j'ai lu la lettre qu'il a écrite au président de la République. Je me rappelle, c'est la lettre du 20 janvier 2020, si je ne m'abuse. 20 janvier. Il a écrit Inquiétude, il a intitulé sa lettre, où il disait que c'était le contrat CIF. Le contrat CIF, c'est les contrats où on retrouve, c'est-à-dire vous signez un contrat, vous dites, moi je vais déposer les conteneurs à tel endroit, vous viendrez récupérer les conteneurs. On ne peut pas exonérer à Lobito, on ne peut pas exonérer en Angola, on ne peut exonérer qu'en RDC. D'où l'État devrait normalement payer les dédonneurs des conteneurs. C'est-à-dire, il a emmené des conteneurs, il s'est adressé au président de la République pour parler de l'inquiétude que ces ports-là veulent mettre aux enchères, vendre aux enchères nos conteneurs. Et les conteneurs devraient normalement rentrer en Turquie pour qu'on puisse ramener, s'il y avait une deuxième commande. Vous comprenez? Donc l'objectif des maisons commandées, les maisons préfabriquées par M. Djamal, était respecté. Tout ce qu'on nous a tourné dans le procès, on ne connaît pas, on a vu une photo, tout ça. Vous savez qu'on a cité Massaro dans cette histoire. Vous serez étonné que Massaro, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas son sort. Il ne passe ni devant un juge, ni devant un tribunal. Il est là, il est en prison. Pourquoi? Parce que c'est voulu par certaines personnes. Et la République, où est-ce qu'on met la République dans tout ça? Vous comprenez, madame? C'est-à-dire... Pour l'INC, le procès Vital Kamerhe, c'est un acharnement. C'est purement politique, en fait. Si on doit... Il y a des tireurs de ficelles. Vous avez entendu, au moment même de l'arrestation, M. Shadrach revendiquait cette arrestation. Non, c'est nous et les ministres de la Justice qui avons fait arrêter. C'est comme si dire aux Congolais qu'on a fait arrêter suffisait et n'est pas le prouver. On a suivi également le secrétaire général du parti partenaire sur les chaînes avec leur jeu de ping-pong, dire que voilà, c'est pas nous qui avons fait arrêter Vital Kamerhe, c'est l'autre et tout ça. Donc déjà quand
les gens se disent, c'est pas moi, c'est lui. Donc c'est plus le droit, c'est politique. Heureusement, le temps est un meilleur allié. Vous avez vu le langage sorti de la bouche de la personne à qui on attribue le pouvoir, la force de la loi par la parole, dire que M. Vital Kamerhe est un gars honnête, sincère, sérieux et correct. Quand vous parlez de la personne, là, nous voyons le suprême, le président de la République, quelles sont les relations entre l'UNC aujourd'hui et l'IDPS, ou précisément entre le président Vital Kamerhe et le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous savez bien, comme moi, que le président de la République n'a pas d'amis, ça il faut être clair, c'est le président de la République. Et l'UNC est là pour protéger son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir que nous avons gagné ensemble haut la main avec l'IDPS, nous l'accompagnons. Et quand il y a des failles, nous les revendiquons, nous prions, nous lançons des cris de larmes. Actuellement, en question de relations que vous entretenez avec l'IDPS, si on doit rester dans nos partis politiques, nous sommes que ce soit amical ou politique. Nous sommes en politique. Les relations familiaux, amicales ne s'éteignent pas dans la vie. Mais nous sommes en politique, nous sommes encore partenaires. Parce que j'ai dit, comme veulent entendre les Quinois, notre pouvoir est ali payamateka au félété. Si tu achètes un pain de 200, on te met la margarine gratuitement. Non, c'est un pouvoir de la sueur, un pouvoir qu'on a... dont la population n'est pas bénéficiaire. C'est ça le problème. Maintenant là, si vous partez dans cette optique-là, je vois le oui. Parce que je me souviens tous les jours, je félicite ce professeur. Le professeur, je fais allusion au professeur Toussaint Tshilombo Sane. Le 8 avril 2020, le jour du kidnapping de l'honorable Vital Kamerhe. Le soir, il fait un tweet pour dire « C'est ce soir que la classe politique entre dans une zone de forte turbulence. » Vous comprenez? Les ennemis de la République, ça c'est ma compréhension. Les ennemis de la République ne voulaient pas que le pouvoir cash puisse réussir son mandat. Sachant bien la force managériale de l'honorable Vital Kamerhe, le talent même du pacificateur, on dit si on laisse ce gars près du chef de l'État, il risque d'agir et la population va se retourner contre lui. Parce que la population va comprendre qu'il y avait possibilité d'agir, mais vous, en votre temps, vous n'avez pas pu le faire. Il fallait à tout prix stopper cet élan, faire croire aux Congolais que le programme 100 jours était un programme de voleurs, un programme de détourneurs. Aujourd'hui, les gens chantent détournement. Des fois, on s'accroche à des Twitter, à des fake news pour déclarer non, celui-là, il a perçu 2 millions. Au moment du procès, on ne voit même pas le montant en question. On ne sait même pas le prouver. Mais qui revient cette responsabilité des millions publics, dire de choses? Parce que quand les Congolais parlent de détournement, nous voyons tous comment l'IGF fait son travail. L'IGF. Là, de l'autre côté... Vous parlez de l'IGF. Je vois un IGF qui a mis le nom de l'honorable Vital Kamerhe dans le rapport Boukangalonzo. Ça, c'est un travail. Certes, il y a des travaux qu'il fait. Je vois un IGF qui laisse l'ancien ministre de la Santé se pavaner. Et ça, c'est un travail parce que l'IGF, dont vous faites allusion, a déclaré qu'il y a eu détournement dans le chef du ministère de la Santé. Où est passé cet argent? Lorsqu'il y a une infraction, même quand il y a un reversement, la loi sanctionne de gré au défaut. Restons dans des relations et quand j'ai annoncé l'émission, quelqu'un m'a écrit, Madame Grace demande à M. Alain, où en sommes-nous avec l'accord de Nairobi entre Vital Kamerhe et le président de la République? C'est ça le problème. Vous savez, madame, nous avons affaire à 2 grandes personnalités de notre pays. Aujourd'hui, le cash a porté le président de la République au pouvoir.
C'est le pouvoir. Accompagner ou apporter? Il faut bien agencer. Le cash apporté. C'est-à-dire le candidat cash apporté. En fait, le candidat cash, le cash apporté son candidat au pouvoir. Je ne voudrais pas ici qu'on nous fasse croire que ces deux personnalités-là sont des hypocrites ou sont devenus des hypocrites. L'accord de Nairobi était un accord qui a été signé devant le public et montré à tout le monde, devant les chefs d'État, n'est-ce pas? On ne voudra pas me faire croire aujourd'hui que l'accord de Nairobi fait partie du passé, parce que ce qui a été fait en public, s'il y a modification, s'il y a résiliation, s'il y a quoi que ce soit... Au niveau de l'INC, qu'est-ce qui se passe avec cet accord? Vous n'avez pas... Non, on a demandé à faire une évaluation. C'est-à-dire, on devrait évaluer l'accord pour savoir où en sommes-nous. C'est comme on évalue aujourd'hui l'état de siège à l'Assemblée nationale par un député UNC, l'honorable Bertin Mobonzi, que je salue en passant. C'est-à-dire, on a demandé une évaluation de l'accord. Vous savez, lorsqu'on marche à 2 ou à 3, on se doit de s'arrêter quelquefois pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que nous devons faire demain. Vous comprenez? Mais Salem Adilou, parlons de l'actualité déjà dominée par la désignation de l'animateur de la CENI. Cela pose un peu beaucoup de problèmes. Quelle est la proposition de l'INC avec la désignation de membres de la CENI? Quelle sera votre proposition sur Nous avons déjà fait une proposition. Nous souhaitons que ça soit passé après que les confessions religieuses aient un large consensus. Vous savez, c'est une histoire qu'il faut gérer avec beaucoup de dextérité. Pourquoi? Beaucoup de prudence. Parce que c'est une histoire qui concerne la République, l'avenir même de la démocratie dans notre pays. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des candidats de vie ou de mort, on va hypothéquer notre démocratie. On risque d'hypothéquer notre démocratie. Le souhait, c'est qu'il y ait large consensus. Nous, à l'UNC, on a fait une proposition qui est large consensus entre les confessions religieuses. Que les partis politiques s'éloignent de cette action, parce que c'est une action laissée entre les mains des confessions religieuses. Si parmi eux, ils veulent nous lancer un message, on dit l'église est au milieu du village. S'ils ne veulent pas d'un candidat, de deux candidats de deux camps, qu'ils fassent un choix. Mais pour l'INC, ça avait marché. J'avais vu d'ailleurs des images. Voilà. Vous avez marché sur base de quoi? L'autre fois, vous avez refusé Malonda. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être parce que vous l'avez fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore entériné un candidat. Est-ce que vous l'avez fait pour... Non, l'autre fois, c'était l'entérinement rapide d'un candidat. On a refusé, mais c'est pareille situation. C'est-à-dire quoi? Moi, c'est une proposition. Si eux ne s'entendent pas, comme c'est une histoire qui concerne la République, qu'on prenne des couches de population, que ces couches de population viennent faire un débat ouvert, où carrément, ces candidats-là viennent présenter leur programme, et on saura quel candidat peut occuper cette place-là. 2023, UNC aux élections présidentielles, avec ou sans Vital Kamerhe? Mais comment vous pouvez imaginer cette scène-là sans Vital Kamerhe aux élections? Parce que nous assistons là à un procès qui a montré ses failles, ses faiblesses. Donc là, nous attendons l'acquittement pur et simple de l'honorable Vital Kamerhe. Vous pensez que ce sera fait avant 2023? Est-ce qu'il faut qu'on pense ou c'est l'état de droit qui doit penser à notre place? Parce que l'état de droit veut dire que lorsque quelqu'un est innocent, il doit bénéficier de sa liberté. Lorsque quelqu'un est coupable, il doit subir la rigueur de la loi. Et que fait Vital Kamerhe en prison? Rien du tout. Non, nous pensons, en notre humble avis, les gens qui nous suivent ont été stupéfaits de voir l'honorable Vital Kamerhe être condamné à 13 ans. Pendant que celui qui a reconnu avoir perçu la totalité de l'argent être condamné à 6 ans. Ça s'explique comment? Quelles sont les motivations que nous n'avons pas? Mais c'est d'ailleurs sur base de ces condamnations que je posais cette question de savoir avec ou sans Vital Kamerhe. Le problème c'est que nous sommes dans un terrain politique
et l'honorable Vital Kamerhe doit recouvrer sa liberté. Parce que, à force d'utiliser la justice pour des politiques, on fragilise l'état de droit. Je pense que vous avez suivi le président de la République qui a fustigé les comportements de ses collaborateurs qui vont appeler les magistrats et consorts. Il a même intimé l'ordre pour dire, s'ils reviennent, arrêtez-les. Je n'en vois personne. Donc quand le chef suprême s'exprime dans ce sens-là, on sent qu'il y a un problème, que notre justice est envenimée et notre justice est inféodée. Vous comprenez, madame? Donc, après avoir suivi les discours des politiques voulant s'accaparer de l'arrestation, or, c'est le droit qui revendique l'arrestation. Mais lorsque vous voyez des individus vouloir s'accaparer de cette arrestation, ça veut dire que le sujet quitte le droit et devient politique. Donc, dans le terrain politique, aujourd'hui, donner raison à M. Toussaint Tshilombo Sand, qu'on a quitté l'honorable Vital Kamerhe et qu'il revienne servir son pays. La redynamisation au sein de l'INC, nous voyons presque partout dans tout le programme, je l'ai dit tantôt. C'est là, il dit, c'est une façon pour vous de réveiller vos militants, de leur faire comprendre qu'on est là, on est prêt pour 2023. Si. Vous savez, les surprises font partie de l'UNC, à l'occurrence de l'honorable Vital Kamerhe. Je vais rappeler l'histoire. 1 plus 4, l'honorable Vital Kamerhe est allé jusqu'au front, là où ça tirait de partout, pour trouver la paix pour la République. 2006 et consort, 2018, les élections, l'alternance. C'est-à-dire, là où ça tourne pour la République démocratique du Congo, on voit la présence, l'esprit même de l'honorable Vital Kamerhe. Donc, l'UNC, nous disons, nous sommes prêts pour aller aux élections en 2023. Et les élections, il ne faut pas penser qu'il faut organiser les élections ou convaincre les militants à la veille des élections parce qu'on aura l'argent à leur apporter. Non. Il faudrait redynamiser le parti, faire entrer le parti en danse pour que le parti puisse prouver à la face du monde que c'est un grand parti. Et aujourd'hui, nous avons prouvé que nous sommes un parti implanté sur toute l'étendue de la République. Nous sommes un parti organisé sur toute l'étendue de la République. Donc, à l'UNC, nous sommes prêts aux élections. Si vous dites qu'on part aux élections demain, à l'UNC, on ne va pas tergiverser, on y va. Voilà, état des sièges, c'est un sujet qui concerne tous les Congolais. 3 mois déjà depuis l'installation de l'état des sièges. Mais la situation au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo ne change presque pas. D'ici là, il y a eu double attaque, 12 morts. Pour d'autres personnes, pensent que cette installation, c'est bien, mais au niveau stratégique, ça manque de choses. Nous assistons à des évaluations dont l'un de votre député est en train d'en parler. Vous, en tant que porte-parole de l'INCV de Kinshasa, comment évaluez-vous cet état des sièges, tout en étant congolais, bien sûr? Bon, ici, je voudrais faire appel à nous tous, dirigeants, vous comprenez, à la modestie, à l'amour de la patrie. C'est une guerre asymétrique. Vous savez, moi, j'ai eu à consulter les propositions, les écrits de l'honorable Vital Kamerhe sur l'insécurité à l'est du pays en général. Le problème n'est pas seulement militaire, le problème est également économique, social. C'est-à-dire, c'est lié, ça englobe un peu du tout. Mais si nous pensons que le problème est seulement militaire, nous partons en porte-à-faux. Donc il faudrait que nous, dirigeants, puissions consulter l'honorable Vital Kamerhe, qui a des propositions et qui a des ressources. C'est-à-dire, il y a un travail qui est déjà fait. Pour finir l'insécurité à l'est du pays, il y a des propositions à faire. Et il faut qu'on ouvre un débat sérieux. Mais bon, à cause de la têtutesse, des fois, on sent que les gens veulent
agir comme ça et négliger cet aspect-là, des fois on déplore ce qui se passe. Mais je pense que, puisque nous sommes en train de faire une évaluation, celui qui le fait, le président de la commission défense et sécurité, c'est un député UNC. Je pense qu'il ne fera pas d'évaluation sans pour autant faire des propositions après. Donc il fera une proposition, il fera des propositions. Et on espère qu'après cette évaluation, on aura des suites un peu favorables et l'Est de la République sera apaisé. Voilà, nous poursuivons notre entretien avec M. Alain Madilou. Le nom Madilou déjà vous dit beaucoup. C'est un enfant d'un artiste. Aujourd'hui, nous commémorons 14 ans de son décès. Et sur ce, nous profitons pour poser quelques questions. Alain Madilou, président de Maracine. C'est quoi Maracine? Bon, Maracine est une plateforme qui regroupe tous les enfants d'artistes, cordonniers, peintres, sculpteurs, comédiens, musiciens, tous les enfants d'artistes. Maracine existe depuis combien de temps? 6 ans aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de Maracine? Nous avons l'objectif d'accompagner nos artistes vivants dans leurs actions. Toute action, nous avons l'objectif de les accompagner. Nous avons également l'objectif de pérenniser l'artiste et ses œuvres. Parce que Maracine est né de quoi? D'une déception. De la Sokoda ou de... Vous connaissez non, vos la structures Sokoda, et tout ça non. et tout? La Sokoda, c'est... Quand on parle Sokoda, on voit l'argent. Mais nous parlons de l'artiste qui ne doit pas être oublié. Hein, qui doit être lié à son adage. L'artiste ne meurt jamais. L'artiste, Maracine est né de ça. On voit le jour de la mort ou de l'enterrement de l'artiste, il y aura une foule grave. Mais après une année de la disparition, vous organisez une messe, vous voyez 7 personnes, 10 personnes. On se dit, si nous-mêmes, nous n'accompagnons pas les œuvres, les artistes dont nous sommes progéniture, c'est que nous jetons également nos parents en pâture. Donc nous devons initier quelque chose qui va nous permettre de pérenniser l'artiste. Qui est l'initiateur de Maracine? Bon, l'idée peut commencer de moi, mais quand c'est devenu Maracine, ça devient pour tous les Congolais. Vous comprenez? On était à 3, j'ai initié, j'ai invité deux frères, on a initié Maracine. Là, on a des projets qu'on a conçus, que nous allons devoir lancer et très bientôt, parce que nous avons un projet, j'aime l'artiste, vive l'artiste, je l'aime et je le protège. Quand on protège l'artiste, on protège ses droits, que c'est que le pays n'arrive pas à faire. On espère que le nouveau ministre de la Culture va se saisir de la question. Nous avons une proposition de projet pour ériger un panthéon pour les artistes congolais. Ça va bénéficier d'abord à notre économie, à notre tourisme. C'est-à-dire, si on trouve un espace où on enterre tous les artistes congolais, ça va servir d'un lieu touristique. Ça va constituer une société où les enfants d'artistes vont y travailler. On va créer de l'emploi. Vous comprenez? 14 ans après le décès de 14 ans après le décès de System. Madilou System, je ne cesse de faire cet appel parce que vous savez, l'artiste arrive avant la politique. Au fait, la culture arrive avant la politique. La politique suit la culture car la culture est une identité. C'est comme nous nous promenons avec nos cartes d'électeurs. C'est-à-dire, l'artiste arrive avec la culture et la politique suit. Mais ce politique-là qui dirige cette culture ont tendance à négliger un peu les animateurs culturels. Ici... Mais à qui revient cette responsabilité? C'est pas à l'artiste de son vivant? Non, mais il faut lui donner les atouts, madame. Nous avons assisté à des ruptures de contrats que l'État n'est jamais intervenu. Une société qui signe un contrat avec un artiste, qui résilie le contrat quand il veut. Le pays dit quoi? Rien du tout. Nous devons protéger nos artistes. Il y a des artistes qui n'ont même pas des avocats. Il y a des artistes qui ne sont même pas structurés d'eux-mêmes. Non, les pays doivent doter tout le monde. Je ne parle pas des artistes seulement. Les pays doivent doter à tout le monde les atouts nécessaires pour se défendre. Aujourd'hui, vous voyez des députés initier une loi sur le mariage. Au lieu de commencer à initier une loi
sur les sous-traitances. Parce que c'est lui qui va se marier. Moi, j'ai vu un ami qui s'est marié samedi et le lundi, sa maison n'a pas mangé. Lui et sa femme commençaient à se regarder comme ça. Il n'y avait pas d'argent pour préparer. Mais quand on se marie, il faut assurer l'avenir. Donc, apparemment, nous sommes entrés dans un monde du populisme où on aveugle la population. Et cette histoire doit finir parce que, vous savez, la population aujourd'hui prend de la maturité. Au jour le jour. Il ne faut pas continuer à duper le peuple. 14 ans après... C'est ce que je disais. Il faut outiller l'artiste. 14 ans après, on a vu sa tombe être faite par un ami à lui qui vient d'un autre pays. Les dividendes en termes de ce qu'il a donné dans la culture, on n'a pas senti ça. Ces cérémonies ne sont pas soutenues. Or, nous avons un fonds de promotion culturelle dans notre pays. Qui fait ces fonds? On devrait normalement avoir des ouvrages parlant des artistes musiciens, comédiens et consorts. Mais aujourd'hui, lorsque l'artiste meurt, on n'a même pas où se référer pour voir il était quoi, il a fait quoi, il vient de quel village, il est né où. Tout ça, c'est pas à l'artiste de le faire. C'est au pays de doter à l'artiste de tous ses moyens. 14 ans après, c'est seulement la désolation. Aujourd'hui, j'ai dit, on commémore ces 14 ans, là où il est, il regrette. Il dit, j'ai donné à mon pays le meilleur de moi-même. Mon pays ne m'a pas rendu l'ascenseur. Et là, j'interpelle nos dirigeants culturels. Nous devons rendre l'ascenseur à l'artiste congolais. Si vous voyez toutes les chansons chantées par les artistes, vous comprendrez que l'artiste est un messager. Et ce messager-là ne doit pas être oublié après sa mort. Parce qu'il y a des répercussions après. Aujourd'hui, nous voyons notre culture disparaître dans la scène internationale. Petit à petit. Si on n'y prend pas garde, on va perdre notre espace international. Heureusement, je félicite mon frère Fali et il y a ceux héritiers Watanabe qui fournissent des efforts Ferregola. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons promouvoir même l'art culinaire. Voilà, Monsieur Alain Madilou, c'est déjà la fin de cette émission. Votre mot, précisément à l'INC et à tous les Congolais, à tous les enfants ou à tous les artistes qui accompagnent Maracine. Ici, je parlerai aux militants et à ceux qui appellent, parce que nous recevons, depuis ce procès qui nous a démontré que c'était un acharnement contre l'honorable Vital Kamerhe, nous avons beaucoup d'adhésions au sein de l'UNC. Je demande à tous ceux-là de partir sur enseignement à notre siège, s'enquérir de nos cartes biométriques. Nous sommes le seul parti à en avoir aujourd'hui. Et au culturel, je vais encourager nos culturels à toujours promouvoir la culture. Et c'est comme disent les Quinois, un jour, et au Simba. Et au Simba fruit, il y a culture Nabiso. Merci beaucoup. Merci de rencontrer positivement notre invitation. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. On a reçu Monsieur Alain Madilou, c'est un acteur politique congolais, porte-parole de l'INC, ville-province de Kinshasa. Il est également l'enfant d'un artiste. On a profité de cette occasion pour parler de 14 ans de son décès, qui est Madilou Système Paix son âme. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Merci.